Bonjour à tous. Je vais d'abord remercier Laurent de m'avoir invité à cette réunion aujourd'hui. Non pas en tant que professeur exerçant au Muséum national d'histoire naturelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille surtout moi sur les migrations, mais d'autres migrations, c'est les migrations chez les poissons, les caractères évolutifs de ces migrations chez les poissons, plutôt dans les systèmes insulaires tropicaux. Mais il m'a demandé de venir au nom de la Société française d'ichtyologie, dont je suis le président. Donc, on va parler quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus moins précis que les excellents exposés qu'on vient d'avoir. Et surtout, quel rôle peut avoir une société savante à l'heure actuelle, à l'heure de Instagram, Facebook et que sais-je, dans la diffusion de la recherche et des savoirs. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc si j'appuie là, non, j'appuie là, tac, là, tic. Alors attends, c'est parce que c'est un PDF. Non, je veux juste le mettre en diaporama. Diaporama ? Non, mais... Tu mets affichage là-haut, là. Tu le trouves pas? Non, parce que regarde, t'en as deux d'ouverts là. C'est là que tu veux fermer ? Ouais. Voilà. Tac. Affichage, plein écran. Voilà. Merci. Donc la Société française d'ichtyologie, en fait, elle est héritière de la Société centrale d'aquaculture et de pêche, qui avait donc été fondée en 1889 et dont le premier président a été Henri de la Casse-Dutier. Donc, à l'époque, on s'intéressait surtout à l'aquaculture, à la pêche et à ce qui pouvait être développé pour favoriser l'alimentation dans les sociétés humaines. Et donc, elle voulait rassembler tous ceux qui s'intéressaient aux poissons sous une forme ou sous une autre, poissons de mer, poissons d'eau douce. Et on est à une époque, pour vous resituer, où il y a aussi l'existence de la société d'acclimatation. Et donc, ces sociétés ont un poids extrêmement important dans les relations sociétales et dans la diffusion des sciences et la dispersion aussi des espèces. C'est une période où on a introduit beaucoup d'espèces pour l'acclimatation. C'est une société qui a été très importante aussi parce qu'elle a diffusé un bulletin jusqu'en 1950, donc vous voyez 1889-1950, avec plusieurs numéros par an, parfois jusqu'à 10, et qui sont donc d'une richesse exceptionnelle, tant dans les procès-verbaux qu'avait cette société lorsqu'elle délibérait avec les membres, tant par les publications qu'elle produisait de différents auteurs qui soumettaient. Donc vous avez ici un exemple du bulletin qu'elle produisait. Alors il faut savoir qu'on a la collection complète au muséum, évidemment, donc ce qui est assez considérable en matière de traitement de données anciennes. Et donc pour tous ceux qui s'intéressent, comme je le disais, aux introductions d'espèces, à la pêche, à la diffusion des espèces à travers les régions ou les pays, on a dans ces bulletins des données assez exceptionnelles sur les quantités déversées, sur les régions précises, les villages où c'était déversé, qui s'en occupait, etc. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette société a eu un peu de mal à redémarrer, et puis elle a petit à petit périclité pour à un moment donné où d'autres structures apparaissent comme le Conseil supérieur de la pêche, etc., qui vont prendre une partie, on va dire, du terrain de la diffusion des connaissances en matière de pêche et pisciculture. Et donc, en 1976, en fait, elle décide de se dissoudre, et puis elle dévolue tout son actif à la Société française d'ichtyologie qui va donc être nouvellement créée. Donc cette Société française d'ichtyologie, donc fondée en janvier 1976, donc avec 6 membres fondateurs qui sont des membres du Muséum national d'histoire naturelle. Donc je vous ai mis les noms là: Marie-Louise Beauchot, Jacques Daget, Jean-Claude Dureau, Théodore Monod, Yves Plessis et Charles Leroux. Et elle a eu comme objectif au départ non seulement de récupérer l'histoire, l'historique, puisqu'on a même les archives comptables, enfin tout de la société d'aquaculture,
surtout de bien représenter la communauté ichtyologique française au moment où le deuxième congrès européen des ichtyologistes allait se tenir pour la première fois donc, en France à Paris, à l'UNESCO. Et les objectifs de cette société, qui n'ont pas changé depuis 1976, je vous les ai écrits là, mais ils sont assez importants, c'est de regrouper les personnes physiques et morales qui sont intéressées au développement de l'ichthyologie fondamentale et appliquée, pour représenter les membres de la société, bien sûr, mais c'était surtout de promouvoir, coordonner et diffuser la recherche dans le domaine de ces compétences. Et ça, on va voir que c'est un élément extrêmement important dans l'histoire de la Société française d'ichthyologie, depuis Théodore Monod jusqu'à maintenant. Donc, elle s'est développée assez rapidement. Je vais vous donner quelques exemples qui vont montrer quels sont ses engagements en matière de diffusion et de promotion de la recherche en ichthyologie. Elle a, à un moment donné, créé un site web. Donc, les images que je vais vous donner sont évidemment sur le site actuel, donc qui est un peu plus moderne que celui de 1976, sans doute. Et puis, elle a une revue scientifique internationale dont je vous parlais un petit peu, qui s'appelle Cibium, qui a l'avantage d'être indépendante des éditeurs privés. On en parle beaucoup en ce moment, et qui est indexée au Current Contents. Et puis, elle organise un congrès ichthyologique tous les 3 ans à Paris, extrêmement important pour les jeunes chercheurs. Elle publie un certain nombre d'ouvrages thématiques et elle fait aussi un certain nombre d'expertises pour les ministères ou des ONG ou des partenaires institutionnels divers et variés. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la Société française d'ichthyologie met à disposition son site web, donc vous avez ici la page d'accueil, pour permettre à la communauté ichthyologique, dans son ensemble, de la paléontologie à la taxonomie en passant par la pêche et l'aquaculture, pour la diffusion d'informations scientifiques, les congrès, les colloques, la mise à disposition par les laboratoires de stage pour les étudiants, allant du L3, on va dire, jusqu'aux propositions de thèse et de bourses de thèse, un certain nombre d'actualités, bien sûr. Autre élément assez intéressant, donc il y a un annuaire de l'ensemble des chercheurs qui travaillent en ichthyologie. Et puis des laboratoires. Donc là, ces chercheurs et ces laboratoires sont au niveau européen. Pour vous donner une idée, la Société française d'ichthyologie actuellement représente à peu près 55 pays à travers ses membres, ce qui est finalement pas si mal. Et puis vous avez, comme tout site qui édite une revue scientifique, de quoi soumettre un article à la revue. Et je dois signaler que tous les numéros anciens de la revue Cibium sont disponibles sous forme de PDF, gratuitement. Donc cette revue, comme je l'ai indiqué, elle est indexée au Current Context, elle est indépendante des éditeurs privés. Au départ, en 1947, quand elle a été créée, c'était juste un bulletin donc, de l'association des amis du laboratoire des pêches coloniales. Pour les plus anciens, il faut savoir que avant le laboratoire d'ichthyologie, on a eu le laboratoire des pêches coloniales. Voilà. Bon, il n'y a que des jeunes dans la salle, c'est ça? Bon. Donc, moi, j'étais pas là quand même en 1947, je vous rassure. Ou alors, c'est que... Donc, ce bulletin, qui au départ était surtout annuel, finalement, est devenu bisannuel. Et puis, petit à petit... 2-3 numéros par an, et c'est en 1977 que la SFI a décidé d'en faire une revue scientifique avec toutes les démarches qui vont derrière pour la demande d'indexation, Zoological Record, Current Contents, etc. Et puis après l'obtention d'un impact factor, etc., qui est actuellement autour de 0,8, donc qui n'est pas si mal pour une revue indépendante gérée par une association, on va dire. Donc depuis 43 ans, on a publié à peu près dans tous les domaines de l'ichthyologie. Alors il y a des très très grands articles de nos anciens, on va dire, qui sont assez célèbres dans cette revue, que je vous engage à regarder dans les index qui sont sur le site si ça vous intéresse. Et ça représente quand même à peu près 1200 articles depuis 1977 dans tous les domaines de l'ichthyologie. On en publie à peu près 45 à 50 par an. Donc je vous ai dit dans tous les domaines de la taxonomie, la phylogénie, passant par la paléontologie et divers. Certains d'entre vous ici ont publié, Gaël par exemple, ou d'autres, Guillaume qui était là tout à l'heure, de très nombreuses fois évidemment. Donc ce qui est intéressant avec cette société, je le dis parce que je n'occupe le poste de président que depuis 2 ans, donc c'est pas moi qui évidemment ai engendré
tout ça, mais c'est qu'il y a eu un investissement fort de nos prédécesseurs qui ont permis aussi, et c'est à l'époque Jean-Yves Cyr, que certains connaissent peut-être, qui est parti à la retraite depuis, mais qui a initié donc ce congrès triennal qui est un élément important de la vie de l'association et qui a été fait essentiellement pour promouvoir les travaux des jeunes chercheurs, c'est-à-dire que c'est un congrès qui a lieu tous les 3 ans pendant 4 jours à Paris et au FIAP, donc à côté de Montparnasse, et qui a vraiment vocation à ce que les jeunes chercheurs, donc de Master 2 à doctorant, post-doctorant, présentent leurs travaux devant la communauté scientifique ichthyologique pour rencontrer les chercheurs plus expérimentés, pour montrer ce que chacun fait. Et on a des prix qui récompensent la meilleure conférence, le meilleur poster, etc. Et c'est toujours intéressant de stimuler la recherche en ichthyologie au niveau des différents pays et des différentes communautés. Donc, je vous ai mis ici, je pensais que Guillaume serait encore là, c'était un petit clin d'œil à Guillaume, mais il n'est pas revenu, c'est pas bien, il faudra lui dire. Qui en 2000, pour un des premiers RIF, nous avait fait donc un excellent exposé sur les acanthamorphes, suivi d'un autre de Olga, notre collègue de Poitiers, qui était aussi sur les apports et les problèmes de l'approche paléontologique dans la phylogénie des acanthamorphes. Je vous ai mis aussi, pour information, puisqu'on parlait d'évolution ce matin, donc ce que nous avaient présenté les Colexus. C'est juste un tri. Il faut savoir qu'à chaque rencontre de l'ichthyologie, on a à peu près 60 conférences. Donc là, sur des variations de forme, de couleurs, sur des poissons sud-américains. Un excellent exposé aussi de notre collègue Lionel Cavin sur l'influence des fossiles dans la reconstruction des phylogénies. Et puis, je vous ai mis là, sur 2018, donc c'est pas sur de l'évolution, mais c'est un problème extrêmement actuel. Évidemment, Philippe Curie, très connu pour ses prises de position, et son ouvrage qui est sorti l'an passé, donc sur manger la mer et la disparition de la biodiversité, la surexploitation des stocks. Donc, quel défi au XXIe siècle. Et donc, en fait, c'est ce congrès qu'on appelle les RIF, donc a un vrai rôle de promotion et de diffusion de la recherche en ichthyologie auprès de la communauté, et puis, on l'espère, auprès des jeunes qui vont poursuivre ensuite. Alors, la société, elle donne aussi l'opportunité à chacun de publier des ouvrages. Alors, ça peut être, là, vous avez d'abord un CD en gros plan sur la gauche, qui est l'Atlas anatomique d'ichthyologie, qui a été réalisé, coordonné par notre collègue Bruno Chanet, et qui a un succès tellement important. Il a été fait en 2009, c'est que chaque année, on est obligé d'en retirer au moins 500. Ça vous donne un peu, finalement, l'ampleur des gens qui s'intéressent à l'anatomie. Et puis, un certain nombre d'ouvrages thématiques que vous avez sur la droite, donc qui peuvent être soit des monographies, alors c'est un poster, le premier, Poisson, Kerguelen et Crozet, donc, ou alors des ouvrages thématiques sur la biodiversité, ou des monographies comme celle que vous avez au milieu là sur les gobies, voire de l'éco-régionalisation d'écosystèmes sur le plateau Kerguelen pour le dernier de la liste. Donc c'est aussi, la Société d'ichthyologie, un outil qui permet à travers on va dire l'expérience et le travail accumulé durant un certain nombre d'années de collègues, de pouvoir le valoriser, de le transmettre, soit sous une forme papier, CD, voire Internet, ce qui est aussi le cas. Et bien sûr, du coup, puisqu'on est une ONG qui a une certaine visibilité, bien on a été assez souvent demandé pour faire des expertises, puisqu'on groupe un réseau entre guillemets soi-disant d'experts. Donc on a notamment, pour les plus récentes expertises, participé à la réalisation et donc la diffusion de la liste rouge, la liste des espèces menacées de poissons d'eau douce de France métropolitaine, qui est sortie au mois de juillet de cette année, comme on l'avait fait en 2009 à la précédente édition, etc. Et le ministère, notamment, nous sollicite souvent pour établir des listes d'espèces protégées, à pas protéger, espèces introduites, pas introduites. Et donc, actuellement, nos interlocuteurs privilégiés, outre le ministère chargé de l'environnement et de la pêche, sont l'Agence française de la biodiversité et évidemment des organismes de recherche institutionnelle que peuvent être l'IRD ou l'INRA ou diverses, puisque nous avons aussi des membres, évidemment, à l'intérieur de ces institutions. Au niveau international, donc c'est un petit peu plus récent, mais ça date quand même d'il y a au moins une dizaine d'années quand même, on a été aussi
à la demande de certains programmes, comme là le Critical Ecosystem Partnership Fund, dont on parlait tout à l'heure avec Gaël sur les Comores, impliqués sur certaines régions pour assurer le lien entre la diffusion entre le programme de recherche qui est engendré en ichtyologie et la diffusion des connaissances au niveau des populations locales. Donc c'est un des fers de lance de ce programme, mais c'est extrêmement intéressant aussi de pouvoir former, travailler, expliquer, travailler au niveau des populations locales sur l'ichtyologie, certains programmes. Donc là, c'est sur la région Pacifique, Vanuatu, Salomon. Donc des expertises au niveau international et des partenariats qui ouvrent aussi des perspectives pour nos étudiants qui sont assez intéressantes. Donc la SFI, c'est pour nous une société qui œuvre pour la promotion de la recherche et la diffusion des savoirs. Alors est-ce que c'est utile? Moi je vous dirais oui, c'est normal, je suis président. Faut bien que si je vous disais non, ce serait un peu embêtant quand même. Donc oui, ça enregistre là. Hein. Oui. Après, effectivement, on peut se poser la question du rôle des sociétés savantes encore actuellement, à notre époque où finalement les gens se rassemblent peu, parce que l'intérêt de ce type de société, c'est qu'on se voit tous les 3 mois, au moins au niveau du conseil, on a au moins une assemblée générale par an, etc. Donc physiquement, les gens peuvent discuter, se rencontrer, etc. Donc après, comment on a quand même un compte Twitter, hein, je vous rassure, hein, parce que je vois qu'il n'y a que des jeunes finalement dans cette salle. Donc, mais après, est-ce que c'est ça finalement qui fait vivre la société? Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'on a encore un rôle à jouer, et surtout dans la promotion de la science. Et puis, je pense que les anciens, on a aussi quelque chose à transmettre à travers ces sociétés dans le cadre de la diffusion, à la fois par les publications, mais à la fois aussi par les congrès, comme on a pu le montrer là. Donc j'espère que je vous ai convaincu. J'ai amené des bulletins d'adhésion. Non, je rigole. Je vous remercie.